Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Il est 20h13, merci de passer votre début de samedi soir avec nous et je suis en compagnie de Vincent Hervouet, c'est notre éditorialiste de politique étrangère à Europe 1. Rebonsoir Vincent. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors, comme je le disais juste avant la coupure pub, on a Benjamin Netanyahou qui annonce aux Israéliens qu'il y a des signes que le guide suprême iranien Khamenei soit mort. Est-ce que là, on joue la guerre de l'info ou la guerre de l'intox ? Vous savez bien que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Alors évidemment, on est dans un moment de grande incertitude, notamment sur la mort du guide. Il y a quand même deux choses qui doivent être prises en compte. La première, c'est qu'on a des images satellites qui montrent le complexe de Beit Habari, qui est au centre de Téhéran, qui est un espèce d'ensemble d'immeubles où siège la présidence, la direction du pays, mais aussi qui est la résidence du guide. Et on voit bien que ça a été largement détruit. Et puis, il y a deux autres choses, il y en a trois en fait au total. Il y a ça, les images satellites. Il y a ce que dit le Mossad, qui prétend qu'il a été exécuté, qu'il a été liquidé. Et troisièmement, il y a le fait que cette guerre a commencé d'une manière très paradoxale au début de la matinée à Téhéran, à 9h. Et donc, et par les Israéliens, et on peut penser que c'est justement parce qu'ils avaient une information sur l'endroit où se trouvait le guide, ils avaient des gens sur place capables de le valider, cette information, éventuellement un spotter, vous savez, les gens qui indiquent, qui ont de quoi cibler un bâtiment avec un faisceau laser pour aider les bombardements. Et il faut croire qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là, ça relève de la guerre secrète et on en saura plus tard. Alors la guerre secrète justement, Vincent Hervouet, mais d'attaquer en plein jour, et ça me semble un petit peu inhabituel quand même. Oui, mais si vous arrivez à liquider d'un coup d'un seul et dès le début du conflit la tête, le sommet de la pyramide, c'est pas simplement symbolique. Ça crée beaucoup de désordre, de confusion dans les étages inférieurs. Et puis avec Ali Khamenei, c'est un verrou. C'est plus qu'une image, c'est un véritable verrou. C'est l'homme qui dit toujours non. Alors on le voyait très peu. Et la dernière fois qu'il est apparu publiquement, j'ai cherché là, c'était avant l'été dernier. C'était au mois de juin, je crois. Et par contre, il faisait des déclarations qui étaient rapportées. Il l'a encore dit la semaine dernière que les Américains avaient tout à redouter à intervenir parce que ils mettraient le chaos dans toute la région. Il avait dit le mois dernier que tous les manifestants étaient des saboteurs. Donc c'était vraiment à la fois l'incarnation de la ligne dure et aussi l'homme qui jamais n'a flanché, jamais n'a accepté de compromis, même quand le compromis était plutôt favorable aux Iraniens dans une négociation. Khamenei, c'est l'homme qui disait non, qui dit non. En tout cas, s'il a été tué, si vraiment Netanyahou peut brandir ce scalp, ça donne aussi à Donald Trump une bonne raison de se replier rapidement, ayant fait une partie du boulot, pour autant que l'opposition iranienne, que le peuple iranien, désormais, profite du chaos sur place pour réellement se faire entendre et imposer un changement de pouvoir. Alors justement, c'est l'appel solennel de Donald Trump. Il demande au peuple iranien de prendre la suite, de faire le travail. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui va être possible ? Comment pouvoir continuer de faire une révolution quand on a plusieurs centaines de milliers de gardes de la révolution qui peuvent vous tuer à bout portant ? Oui, mais les gardes de la Révolution, ce sont aussi des gens qui ont des familles. Alors, évidemment que l'appareil a beaucoup à perdre, que toute la nomenclatura iranienne a beaucoup à perdre un changement de régime, parce que c'est eux qui contrôlent le pétrole, par exemple, et puis l'essentiel de ce qui est importé, etc. Donc, ils tiennent la moitié de l'économie sous leur férule. Donc, ils ont beaucoup à perdre. Mais en même temps, vous savez, le simple gardien de la Révolution, il est au bas de l'échelle. C'est lui qui fait le gros troupeau des 300 000 passe-d'arrants et gardiens dont on parle. Mais eux, ils sont quand même sensibles à l'air du temps. Et si tout le quartier se révolte, et si le fait d'être un gardien vous fait mal voir de tous vos voisins, de votre famille, si vous êtes pestiféré, vous allez vite changer, vous allez perdre de votre rudesse. Bon, là je vous dis que des banalités, mais ce qui est vrai, c'est que
on est à une phase des opérations, ça commence, on est à une phase où on est dans une chasse à l'homme. Ce sont des bombardements, des frappes ciblées, très ciblées, qui ont été opérées là, depuis ce matin. On parle de la disparition du chef des gardiens de la Révolution. Alors, il sera remplacé. Et son remplaçant, s'il est exécuté, sera lui aussi remplacé. La pieuvre a de multiples têtes. C'est ce qu'a d'ailleurs dit le guide lui-même, en conseillant à chacun des responsables du pays de nommer son remplaçant et le remplaçant de son remplaçant. Autant dire que vous ne nous aurez pas facilement. On ne nous abattrait pas en vous débarrassant de moi. Mais si vraiment le chef des gardiens de la Révolution a été tué aujourd'hui, le chef de l'appareil judiciaire, le chef des comités de défense, le conseiller du président, on voit bien que tout ça quand même va créer beaucoup de désordre et qu'il y aura peut-être l'occasion, si on va jusqu'au bout, si les Israéliens vont jusqu'au bout comme ils le promettent ce soir, il y aura peut-être l'occasion de voir effectivement un régime basculer, oui. Une dernière question à vous poser, Vincent Hervouet. Est-ce que vous pensez que justement USA les États-Unis et Israël peuvent avoir des relais en Iran directement et les soutenir peut-être avec des armes ou d'autres choses qu'on n'a pas encore en tête? Ah bah c'est très clair, hein. Il y a à la fois à Téhéran, dans le régime même, au sein même du régime, ils ont des agents. Après tout, la longue proximité des Iraniens et des Israéliens a été fertile. Ils n'ont pas liquidé autant de responsables du programme nucléaire sans avoir des espions sur place. Et d'ailleurs, ça a créé une véritable parano à l'intérieur du régime iranien. Vous savez, on disait même que le chef du contre-espionnage chargé de traquer les agents israéliens à l'intérieur était lui-même un agent israélien, et c'est pour ça qu'il a disparu du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup d'infiltration, c'est un régime très corrompu et très infiltré, ce qui est une faiblesse évidemment dramatique au moment où vous avez à faire face à une agression de deux pays déterminés. Et puis il y a les provinces, parce que l'Iran, c'est pas Téhéran, hein. Vous avez les Baloutches, vous avez les Kurdes, vous avez toutes sortes de minorités qui sont travaillées par les services israéliens notamment depuis longtemps et où il y a donc de la ressource. Donc non, vraiment, ça va être une guerre longue, semble-t-il. Et ça va être une guerre pleine de surprises. Là, on est tout à fait au début. On est dans le brouillard. Hein. On essaie de voir. On attend que la poussière retombe pour se faire une idée un peu plus juste de la situation sur le terrain. Et puis après, on spéculera sur qu'est-ce qui peut arriver. Et est-ce que le chat peut remonter, revenir dans retourner dormir dans sa chambre d'enfant qu'il a abandonnée quand il avait il avait 9 ans, je crois, dans le palais impérial qui est sur les pentes de l'Elbrouz, la montagne iranienne. On va voir comment les choses vont évoluer. Il y a un grand espoir, semble-t-il, au cœur de beaucoup d'Iraniens, notamment dans la diaspora. Mais on est au 13e jour de la guerre. Il y a eu 12 jours en juin. Là, c'est le premier jour d'une autre guerre. Merci beaucoup Vincent Hervouet pour cet éclairage dans ce brouillard de guerre. Vincent Hervouet. C'était un peu flou tout ce que je vous ai dit là. Non du tout, c'était très clair. Merci, éditorialiste de politique étrangère Europe 1 qu'on retrouve très souvent. Merci beaucoup Vincent Hervouet.